Mesdames, messieurs, bonjour. Normalement, nous sommes connectés si tout va bien. J'espère que vous allez bien. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une nuit décente malgré la chaleur. On en discutait juste avant. Cette image n'est peut-être pas très à propos. On n'a pas envie de se coller à un barbecue maintenant. Pour autant, c'est le programme de ce matin. On va passer au grill ces nouveaux outils que sont ChatGPT, Perplexity, Claude AI et ces moins nouveaux outils que sont TikTok et Instagram, mais qui donnent du fil à retordre à notre cher Google qui avait l'habitude d'être en position hégémonique pour indexer les différents résultats de recherche. Donc, c'est le programme que l'on vous propose ce matin. Prenez une petite bouteille d'eau avec vous, hydratez-vous et on va démarrer doucement par une toute petite présentation de nos speakers, puisqu'aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'être accompagné de Élodie Biagiotti, directrice générale de The Social République. Elle va vous en dire un mot juste après. D'Émilie Louis, directrice du pôle contenu et nouveaux récits au sein de l'agence Watt, et de Fabrice Arsico, directeur du pôle digital au sein de l'agence Watt également. Et je m'appelle Géraud Taridin, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas encore déjà vu sur un de ces formats de visio, et j'ai en charge l'innovation et spécialement l'intelligence artificielle, notamment bien sûr générative, pour le compte du groupe We Are Together. Un petit mot sur le groupe, justement, très rapidement, pour pareil, ceux qui nous découvrent avec ce sujet. Le groupe We Are Together, au début, du tout début, c'est-à-dire il y a déjà maintenant 40 ans ou presque, hein, c'est un groupe de communication indépendant. On regroupe pas moins de 200 talents à travers 3 marques, hein, Watt, All Content et The Social Republic. Tous ensemble, on est experts de la communication corporate et RH avec une vision 360 du métier. On est présent un petit peu partout en France, vous le voyez sur la carte, hein, pour un petit peu plus de 50 millions de chiffres d'affaires par an, avec un modèle complètement intégré. Donc ça, c'est notre petite particularité dont on est assez fiers. Hello, est-ce que tu veux nous dire un mot sur The Social Republic ? Oui, merci Géraud. Bonjour à toutes et tous. L'agence de Social République, en fait, c'est l'agence conseil 100% social media sur des problématiques de communication corporate et RH, comme nos cousins au sein du groupe. Et globalement, l'agence accompagne ses clients sur toute la chaîne de valeur du social media. Donc, vraiment de l'idée jusqu'à la performance, avec une spécificité qui est la certification organisme de formation The Social Academy, qui nous permet de dispenser effectivement bon nombre de formations auprès de nos clients. Et on a formé 1100 personnes en 2024, par exemple. Et pour poursuivre sur quelques chiffres clés, aujourd'hui, on accompagne un portefeuille de 80 clients, tous secteurs d'activité confondus. On a 12 ans d'existence et l'agence compte 30 experts passionnés qui allient une double compétence stratégique et opérationnelle. Merci, Hello. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec cette tendance autour de l'intelligence artificielle. Vous en avez sans doute entendu parler. Je rigole bien entendu. Depuis 2 ans ou presque 3 maintenant, on n'entend parler que de ça. On n'échappe pas à la règle, on vous en parle régulièrement, mais parce qu'on a la conviction que ça change drastiquement le monde du travail et ça change drastiquement, on va le voir, pas uniquement le monde du travail, mais aussi le rapport des marques à leurs audiences. Pour vous faire ce tout petit topo d'introduction, on a choisi de s'appuyer sur un rapport qui est paru, vous le voyez à l'écran, en mai 2025, publié par 7 personnes. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle s'appelle Mary Meeker. Elle est aussi baptisée parfois la reine d'Internet, pour la simple et bonne raison que cette dame que vous voyez là, dans les années 90, puis après dans les années 2000, elle était au sein de la banque d'investissement Morgan Stanley, et elle a contribué à l'intronisation en bourse de AOL, de Google. Et c'est une des premières qui justement a cru à Internet, a cru à la structuration d'un marché, à dire ben, si, le mobile, ça va être quelque chose, la publicité en ligne, ça va être quelque chose, là où pas grand monde n'y croyait. Depuis, ces rapports de tendance sont suivis avec attention, puisque, comme on dit, elle a eu le nez fin. Et là, ça faisait quelques années qu'elle n'avait pas pris la parole.
Donc, c'est pour ça qu'après 6 ans de silence, quand elle a publié un rapport sur l'intelligence artificielle, on s'est tous rués dessus. C'est 300 pages, hein, et dans ces 300 pages, elle a cité pas moins de 100 fois le mot unprecedented pour sans précédent. Puisque pour elle, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est sans précédent. Pour autant, Dieu sait qu'elle en a connu des innovations, Madame Mary Maker. Mais pour le coup, ce qu'on vit avec l'IA, c'est une accélération qu'on n'avait jamais connue jusqu'alors. Accélération en termes d'adoption et de pénétration de marché, puisque ChatGPT, c'est déjà 800 millions d'utilisateurs, hein. Pour rappel, la première version grand public est née en 2022. Et en 2024, fin 2024, ChatGPT a publié ce chiffre qui est absolument hallucinant, qui est qu'1 milliard de requêtes passent désormais par ces moteurs, là où Google, il lui a fallu 11 ans pour atteindre ce même chiffre. Mais sans précédent aussi parce que cette intelligence artificielle et l'adoption massive dont elle fait l'objet propulse aussi à une vitesse effrénée le reste de l'innovation, entraîne avec elle énormément de secteurs d'activité à cette vitesse exponentielle d'innovation. En parallèle de ça, on a toute une autre catégorie de public, beaucoup plus jeune, 18-24 ans, qui délaisse petit à petit le géant Google pour plutôt s'intéresser à TikTok, Instagram, non pas seulement comme une application de divertissement, mais bien comme une application de recherche. Vous le voyez avec les chiffres qui est appliqués à l'écran, ce sont désormais des moteurs de recherche qui font vaciller le géant Google encore une fois. Puisque c'est bien ça dont on souhaite parler aujourd'hui. Effectivement, Google, pour la première fois de son histoire, est allé en dessous des 90 de requêtes sur internet. Alors, certes, vous allez me dire: «C'est toujours énorme». Oui, mais pour, un acteur qui depuis 10 ans est en position ultra hégémonique, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir parce que du coup, les requêtes s'allongent, les gens, se mettent à parler à ChatGPT, se mettent à parler, à leur assistant, connecté à la maison, se mettent à parler, à TikTok pour identifier potentiellement, leur emploi de demain, pour identifier potentiellement, leur prochain lieu de vacances, ou encore, quelle action en bourse, ils doivent choisir pour investir, et cetera, et cetera. Vous l'avez peut-être constaté, pardon, déjà, si vous notamment suivez au plus près les analytics de votre écosystème digital. Nous, bien sûr, c'est le cas. Fabrice vous en touchera un mot tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on constate déjà que dans l'apport de trafic que nous procurait Google jusqu'alors, on constate une chute de 10 à 30 sur les sites de nos clients que nous gérons à l'agence, que ce soit des sites carrières, des sites financiers ou des sites corporate. Donc voilà, il y a tout un trafic qui disparaît pas vraiment, bien entendu, qui se réoriente. Pour les boîtes, du coup, à notre humble avis, en préambule, il y a un triple enjeu qui est sans doute quand même de maintenir leur présence sur les moteurs de recherche classiques, puisque je viens de le dire, c'est toujours 90 des requêtes et encore une fois, les moteurs existent toujours, donc avant qu'ils ne disparaissent, il faut sans doute toujours être présent. En deuxième, c'est d'optimiser la présence sur les réseaux sociaux, notamment dès lors qu'on souhaite s'adresser à des cibles de jeunes diplômés, par exemple, en RH ou de jeunes consommateurs ou que sais-je encore, mais en tout cas des audiences qui sont sensibles à ces canaux-là. Et enfin, en troisième, c'est d'être correctement référencé ou en tout cas d'émerger sur ces nouveaux moteurs que sont les modèles de langage. Alors, rapide précision, pour ceux qui n'ont pas encore cette définition-là, mais modèle de langage, c'est l'appellation générique que l'on donne aux IA génératives de texte, donc c'est-à-dire les ChatGPT, Mistral, ou encore Claude. Donc la question est la suivante, et là je vais me tourner vers mes compères présents dans notre studio vidéo pour leur poser cette question. Comment on prend en compte ce nouveau rapport intermédiaire entre marque et audience pour rester visible en 2025? Comment on fait en sorte de passer ce cap de changement de paradigme où Google vacille sérieusement? Est-ce que, Émilie, peut-être tu veux commencer? Oui, c'est sûr que cette question de l'intermédiation, du rapport, aux marques et au du public aux marques qu'elles vont, fréquenter en quelque sorte, va avoir une influence forte sur notre façon de penser la stratégie de contenu. On parlera aussi, hein, évidemment plus techniquement,
plein de sujets liés au digital, mais nous, en stratégie de contenu, on a cette conviction aujourd'hui qui est que l'inaction coûtera plus cher que l'action. Pourquoi cette conviction? Tout d'abord parce que, évidemment, on a souvent tendance à avoir envie d'avoir un certain retour sur expérience, quelques KPIs pour savoir si nos stratégies fonctionnent bien, et on se rend bien compte que les choses vont tellement vite avec les modèles de langage qu'on ne peut pas se permettre d'attendre d'avoir ce retour concret, ces KPIs. Et donc, on a, nous, cette conviction qu'il faut vraiment, dès aujourd'hui, commencer à repenser notre stratégie de contenu ou notre façon de structurer, de penser les messages qu'on va diffuser à nos publics pour qu'elle soit vraiment plus centrée utilisateur. On va vraiment passer de l'idée d'une stratégie centrée produit. Alors, quand je dis produit, évidemment, ça fait très marketing, mais on a également les mêmes enjeux pour de la communication corporate ou RH. Et donc, on va avoir une stratégie pensée à partir de notre offre de service, par exemple, et pas forcément à partir du public auquel il s'adresse. Évidemment, vous allez me dire, cette dynamique user-centric, elle n'est pas révolutionnaire. Et nous, les premiers, on a vraiment l'habitude de travailler à partir de l'étude des cibles et des publics auxquels on s'adresse pour avoir des messages et des canaux de diffusion les plus adaptés à ces cibles. Mais quelque part, les modèles de langage nous rendent cette stratégie, cette façon de penser totalement incontournable. On ne peut plus passer à côté. Évidemment, c'était une démarche qui est déjà ancrée dans certains usages, me direz-vous, et on a aussi on a quelques exemples qui existent. Mais il s'agit véritablement de changer de paradigme dans la production de contenu et de passer finalement d'une posture émettrice. Je communique sur mon produit, mes valeurs, mes engagements, mon offre de service, à une posture davantage conversationnelle, c'est-à-dire je réponds aux besoins et attentes de mes cibles et puis je rentre en conversation, je rentre en échange avec eux. Je vais à leur rencontre en partant de leurs réelles attentes, et on le verra sur plein d'aspects, en partant aussi de leurs intentions de recherche ou de la manière dont aujourd'hui ils recherchent de l'information, en rentrant encore plus dans leurs usages par rapport à la consommation et la recherche d'informations. Ce que ça implique, Géraud, si tu veux passer la slide suivante, s'il te plaît. Ce que ça implique, c'est en effet de parler davantage à nos cibles de ce qui les intéresse au premier plan, parfois d'aller les chercher sur des sujets qui d'ailleurs elles n'ont pas forcément identifiés. Et c'est un préalable déjà ancré dans les usages. Là, on vous a mis 2 exemples intéressants en B2B, l'Opco Santé, qu'on a le plaisir d'accompagner, qui a une offre de service à destination de ses adhérents, et qui fait ce choix de partir de l'importance d'un sujet, ici la QVCT, plutôt que de l'offre de service qu'elle va proposer directement. Donc, on n'est pas dans une logique produit, offre de service, mais on va d'abord aller capter notre audience en les intéressant au sujet, en mettant le doigt sur un besoin qui existe chez eux, ou alors en les rencontrant sur ce besoin pour ensuite leur proposer une offre de service. Et puis, un exemple qu'on présente beaucoup, mais qui est servicepublic.fr, parce que sa refonte a été longue, mais utile, puisqu'aujourd'hui, on a un portail qui nous propose des démarches administratives classées selon les principales intentions de recherche des utilisateurs, les requêtes qui reviennent le plus, et on va aller vraiment rencontrer le public avec des formulations très simples. On y reviendra sur l'importance de la formulation, mais d'aller sur des formulations, des accroches qui permettent vraiment à l'utilisateur de se repérer facilement et de rentrer dans la recherche par son besoin, plutôt qu'un classement par démarche administrative qui serait très opaque et laborieux pour l'utilisateur. Donc, finalement, dans cette production de contenu, on va vraiment se poser la question de pourquoi est-ce que ma cible va chercher une information, quel est son besoin, quelle est son attente, et non pas comment est-ce que je lui délivre cette information. En vrai, on va quand même finir par se poser la question de par quel canal, par quel message je délivre l'information, mais il est important de partir de ce pourquoi est-ce que ma cible va avoir intérêt à venir consulter un contenu chez moi, qu'est-ce qui peut l'intéresser dans ce que j'ai à raconter ou dans ce que j'ai à délivrer, et ensuite, comment est-ce que je fais en sorte qu'elle trouve la bonne information grâce à ma stratégie de contenu. Donc finalement, on se rend compte que l'intelligence artificielle et notamment les modèles de langage est beaucoup plus qu'un simple outil. Ça devient un véritable intermédiaire entre une marque, une entreprise et ses publics, et ça va reconfigurer entièrement la relation en se basant sur la conversation. Ce qui est intéressant, c'est que cette logique conversationnelle, finalement, on en parle depuis longtemps. On se rappelle des débuts des chatbots, etc. Et évidemment, c'est aussi quelque chose qui est à prendre vraiment en compte au niveau des réseaux sociaux. Et je vais passer la parole à Elodie qui va creuser ce sujet de la logique conversationnelle sur les médias sociaux.
Oui, en fait, nous, depuis toujours, en tant qu'experts, social média, pardon, notre rôle a consisté à, travailler sur, à construire la notoriété, des marques, de nos clients, à créer de l'engagement, à créer de la préférence de marque avec des contenus, en fait, qui captent toujours un peu plus, l'attention. Aujourd'hui, en fait, le sujet a un petit peu évolué, comme le disait, Émilie. En fait, on est, sur quelque chose de bien plus stratégique parce que notre rôle va consister à rendre les marques trouvables. Trouvables effectivement, auprès de nos internautes et pour ça, il faut que leurs contenus répondent vraiment à une intention de recherche. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si une marque, n'est pas visible, n'est pas trouvée dans une recherche, pardon, elle n'existe pas. Effectivement, être visible ne va plus suffire. Il faut encore une fois être trouvable par notre audience. Donc finalement, les réseaux sociaux ne sont plus simplement des vitrines d'expression. Ça devient de véritables interfaces de recherche à part entière où les internautes vont taper des questions comme ils le feraient en fait sur Google. On parlait plus précisément d'Instagram et TikTok. Effectivement, je ne vais pas vous présenter ces deux réseaux, mais pourquoi aujourd'hui ces deux plateformes prennent autant de place? En fait, tout simplement parce que elles sont en capacité de répondre à trois besoins clés et vous les voyez à l'écran. En fait, concrètement, on va ouvrir TikTok, on va taper quelques mots-clés, on va tomber sur une vidéo, sur un tuto ou un retour d'expérience et ça va être visuel, ça va être rapide, c'est humain et c'est ça en fait qui va marcher. Les formats vidéo, les formats visuels et particulièrement vidéo sont effectivement plus digestes et plus humains pour la cible. On va davantage faire confiance à une personne qui va expliquer ou qui va montrer quelque chose versus une page corporate ou une publicité. On va accorder davantage de valeur finalement à la parole de ses pairs et c'est là où ces plateformes apportent une véritable efficacité dans la recherche. Et enfin, et peut-être même surtout, c'est aussi parce que ces plateformes personnalisent radicalement l'expérience de recherche. L'algorithme connaît très bien son utilisateur, bien mieux qu'un moteur classique, et donc il va lui servir ce que l'utilisateur attend. Et ce qui est vraiment fou, c'est qu'il va en plus, enfin, parfois, il va même lui servir avant que cet utilisateur ne le cherche. Donc, ils vont agir vraiment par anticipation. Et c'est là que le social media va devenir vraiment un levier de réponse stratégique et non plus un simple levier de diffusion. C'est vraiment inspirant, surtout quand on voit, comment ChatGPT aujourd'hui, implémente de plus en plus, sa fonction mémoire, par exemple, pour, retenir des petites, bribes de vos conversations et donc, justement, sans doute, se calquer sur ce modèle conversationnel qui fait le succès de TikTok et Instagram. Donc merci mesdames, c'est vraiment passionnant. En vous écoutant parler, je me rends compte qu'il y a donc ce besoin, d'identifier, les territoires d'expression sur lesquels, une marque va se retrouver avec ses audiences. Je sais Fabrice que c'est une expertise qui est au sein de ton équipe. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment on s'y prend aujourd'hui, pour, se positionner sur, les bons sujets? Ouais, bien sûr. Alors, expertise partagée, déjà, avec mes comparses. Je voudrais quand même revenir sur 2 notions clés là qui viennent d'être développées. Émilie parlait d'une logique conversationnelle, on est en plein dedans. La mutation de Google, elle est dans ce sens-là. On est passé et des autres, hein, d'ailleurs, on est passé d'un moteur de recherche à un moteur de réponse et ce que tu disais, Elodie, est également très juste. Aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a un outil clé qui a développé le succès, extraordinaire des médias sociaux, c'est l'algorithme. Et qu'est-ce qu'il a de surpuissant, l'algorithme? C'est qu'il vous connaît par cœur, il nous connaît par cœur. Et comme tu viens de l'évoquer, Géraud, il mémorise nos conversations, il a compris comment on parlait, ce qu'on disait, qui on était, où on était, nos thèmes un peu de prédilection, et cetera, et cetera. Et nous, il faut clairement qu'on s'inspire de cette méthode-là. Et comme tu viens de le dire, effectivement, on a déjà commencé un petit peu le boulot. Et on va investir tous dans nos métiers là beaucoup plus de travail à essayer de comprendre un peu à qui on parle, nos différents utilisateurs. Alors vous connaissez tous les méthodes des personas, et ben on va l'emmener 2-3 générations plus loin. Et pour ça, on va se baser sur de la science.
de la sociologie, de la psychologie et on a des petits outils maison. Alors déjà, on va parler de data. On est sur la data science très clairement. On va essayer de collecter un maximum, d'informations, de KPI sur les différents canaux pour essayer de comprendre, où vous allez, ce que vous faites, combien de temps vous y restez. Est-ce que c'est avec un ordi, un mobile et cetera? Pour essayer de bien comprendre dans quel contexte on va vous parler et puis après, on va parler plutôt d'insight, de comportement et là, on va utiliser des leviers de social, et de search listening. Donc c'est des outils de veille, hein, de compréhension, d'intention de recherche et de comportement, voilà, qui concaténent, tous vos usages, pour essayer de mieux vous cerner, vous profiler. C'est que comme ça qu'on arrivera à poser les bases, d'une méthode qui sera, les plus, prolixes et les plus, performantes possibles. Parlons de méthode. Oui, et en parlant de méthode, c'est vrai qu'une fois qu'on a bien identifié nos cibles, qu'on connaît, leur comportement, leurs besoins, leurs attentes, leur manière de consommer du contenu, parfois on se retrouve avec une multiplicité de cibles, hein, parfois on a des cibles très segmentées, mais parfois on a envie de parler à plusieurs cibles, et on peut se poser la question de comment est-ce qu'on structure notre stratégie éditoriale en fonction de tous ces éléments qu'on a pu récolter avec, ces différents outils. Nous, on croit vraiment qu'une stratégie éditoriale, elle doit se construire, au regard de l'hétérogénéité des cibles et de leurs attentes. Et aujourd'hui, il y a des outils qui existent. On a notamment, un qui s'appelle, la boussole de besoins utilisateurs, qui est connu, qui a été, je dirais, formalisé, vulgarisé par la BBC, qui a créé son User Needs, Model, qui était donc, un modèle qui permet, de, finalement, classer, les, stratégies éditoriales en fonction, des attentes précises des cibles. Donc on va être sur cette, boussole qui va nous orienter pour savoir s'il s'agit d'informer, d'aider, d'expliquer, d'accompagner ou au contraire, de divertir, d'émouvoir, de toucher plus personnellement nos cibles. C'est un modèle comme ça qui paraît, très large, mais qui finalement, nous permet, vraiment, de rapporter une surcouche, à ce traitement des attentes et des besoins, une surcouche quasiment, émotionnelle et intime puisqu'on va aller, rechercher, le besoin profond de notre cible, pour, créer, produire, diffuser le meilleur contenu, le contenu le plus adapté et répondre ainsi au mieux, à leurs attentes et comme on le sait, hein, ça nous permettra ça aussi d'être valorisés par les modèles de langage parce qu'on va être pertinent dans notre qualité de réponse. Et du coup, est-ce que voilà, ça veut dire que l'approche, change radicalement? Est-ce que le SEO, traditionnel, est mort? Est-ce que voilà, c'est, l'avènement de l'AEO dont tout le monde commence un petit peu à parler, dans les sphères, très, mondaines, du référencement du contenu? Oui, c'est encore un peu, timide, mais on y travaille. Oui, oui, bien sûr que le SEO va continuer de perdurer. En fait, il nous manque, la réponse à une question fondamentale qu'on se pose tous depuis des mois, qu'on entend, comme tu disais, Géraud, parler d'IA, dans tous les sens. C'est comment on fait? Voilà, c'est clairement ça aussi nous, ce sur quoi on travaille. On a cherché pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont, en train de fleurir. On en parlera tout à l'heure pour vous aider à faire un petit peu de tri. Mais l'AEO nous semble une méthode, globalisante qui va un peu embrasser tout ce qu'on vient de se dire, depuis tout à l'heure. En fait, elle travaille, sur 3 leviers essentiels, qu'on vient d'évoquer un peu comme ça de manière, liminaire, dans notre conversation. C'est la stratégie de contenu. Bon, ça, vous avez compris que le contenu, ça va rester la base, le travail qualitatif sur le contenu, le détail, l'angle, quelle typologie de contenu on met en place et cetera. L'autorité de la marque qui est devenue fondamentale, parce que les IA regardent très clairement, si vous êtes légitime ou pas, pour parler d'un sujet et si on peut vous faire confiance, très clairement. Et pour ça, il va regarder un petit peu tout. Il va regarder vos comptes, il va regarder vos publications, il va regarder si votre nom de domaine, fait autorité, et cetera et cetera. Et puis on va parler un petit peu de tech quand même, puisque c'est le troisième levier, sur lequel il va falloir aussi faire évoluer un peu les choix, technologiques, quel que soit alors on va plutôt parler de produits, donc on parle de sites web et d'applis, hein, très clairement, sur lesquels il va falloir un peu travailler. Donc c'est un peu ça le devenir, de notre méthodologie de travail, avec l'impact, de l'IA, c'est d'avoir une vue qui est beaucoup plus globale et pas limitée à chacun des supports. Et on parlera aussi également du monitoring, de la perf, tout à l'heure. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ça, c'est que ça nous projette, voilà,
on va être armé un peu des outils du futur et on va aussi pouvoir profiter de tout ça pour progresser énormément dans notre manière d'envisager notre travail au quotidien. Tu parles d'outils du futur. Est-ce que, du coup, Google, c'est un outil du passé? Oui, si on lit que la presse, on a l'impression que Google s'arrête demain. Bon, ça fait à peu près 47 fois qu'on entend dire que Google est mort. Ça n'est pas le cas. Par contre, effectivement, comme le disais tout à l'heure, son hégémonie baisse. Bon, elle baisse, elle est encore à 90%. Donc, bon, c'est quand même c'est totalement relatif. Néanmoins, il faut être très vigilant sur, là aussi, les choses qu'il faut lire entre les lignes depuis le début de cet échange. Ce qui change très clairement, c'est qu'avant, on se précipitait tous sur Google. Maintenant, c'est pas tout à fait évident. Et en fait, on voit bien que selon, la recherche, la génération, le type de recherche qu'on a à faire, on va s'adresser à des outils différents. Donc Google garde un peu l'hégémonie sur, on va dire les contenus chauds. Je fais un peu de caricature parce que c'est pas aussi, clair que ça. Mais on va dire, les actualités, les news, les offres d'emploi, par exemple. On a notre jeune génération très clairement, hein, comme le disait Élodie, qui a basculé, sur TikTok, pour 50% en tout cas dans ce que disent les chiffres. Et puis, troisième point, c'est qu'on voit très bien que, les recherches qui appellent une réflexion de fond, plusieurs échanges, un peu de sourcing, quelques publications et cetera, va plutôt s'orienter vers l'IA. Mais c'est pas aussi clair que ça. Donc, voilà, c'est le réel impact en tout cas de ce qu'on constate aujourd'hui. Le dernier point qui est très important, qu'il faut que vous reteniez tous, c'est que ce qui change aussi dans ces 3 accès-là, c'est qu'on va consulter la réponse à l'endroit où on a posé la question. Donc sur Google, on a maintenant des réponses en direct, sur TikTok, on a les réponses en direct et sur l'IA, on a les réponses en direct. Donc on ne passe plus sur les canaux propriétaires des marques et c'est là où on est obligé d'avoir ces méthodes de travail ou d'observation qui dépassent notre propre écosystème. Il va falloir avoir une vue beaucoup plus globale. Du coup, techniquement, pour le site web, c'est ce qu'on voit à l'écran, le rôle change drastiquement. Complètement. Alors, il n'est pas mort lui non plus. C'est encore 75% du trafic, global international. Et effectivement, il reste stratégique. Par contre, son rôle a complètement changé. C'est-à-dire que, voilà, comme vous l'avez écrit, c'est devenu une source de connaissances de référence. C'est-à-dire qu'il va falloir, lui faire une beauté, faire un petit glow up là des sites, web classiques parce que, comme vous avez compris, les IA vont venir les scanner. C'est-à-dire que, voilà, ils vont essayer de choisir le site internet, comprendre quels contenus sont dedans, à qui ils parlent, de quoi vous parlez, pour ensuite les absorber et les restituer dans les réponses qu'ils vont proposer aux différentes requêtes. Et donc, par rapport à ça, on a un travail évident d'optimisation, là aussi, d'organisation. Donc, s'il vous plaît, arrêtez les arbots, sur des logiques thématiques pour classer les sujets, qui se rassemblent, ça marche pas du tout. Commencez à bosser, sur, ce qu'on vient de voir avec la boussole de la BBC qui est une machine de guerre en termes d'approche. Alors on n'a pas ces moyens-là malheureusement, mais bon, il faut s'en inspirer. Il faut partir du besoin utilisateur très clairement et on va voir naître, des nouvelles catégories d'organisation de sites web, où en fait on va les ranger limite comme des FAQ, ce que tu disais, tout à l'heure. Alors bien évidemment, il faudra regarder un peu de contenu de fond, mais les contenus qu'on pousse, par rapport au message du CODIR ou, du plan strat, ça va commencer à devenir un petit peu compliqué. Le deuxième gros travail, et je pense que là, il reste beaucoup, beaucoup de choses à faire, c'est qu'il va falloir mettre un peu des panneaux d'indication. Il va falloir expliquer à l'IA où se trouvent les éléments, et là aussi, c'est un boulot technique, assez important. Et puis il reste le travail de fond. Encore une fois, rebelote le contenu. On dit souvent qu'il faut faire court, et ben non, il va falloir faire long, il va falloir faire détaillé, il va falloir faire varié, et ça aussi, ça va obliger à bosser un peu différemment, nos sites web qui restent encore un véhicule, clé, pour rester identifiable par les IA. Et justement, si on redonne, peut-être le micro à Émilie, une marque qui veut, commencer à s'y mettre concrètement, par quel bout doit-elle prendre le sujet? Qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement? C'est ce que vient de dire, Fabrice et qu'on répète un peu depuis le début, c'est que finalement aujourd'hui, le SEO a encore,
de longues années devant lui. On ne va pas arrêter de mettre des mots-clés pour être bien référencé, mais l'idée, c'est aujourd'hui comment est-ce que lorsqu'un utilisateur pose une question relativement des fois floue et peu précise, ma réponse, le site internet que j'ai décidé de mettre en place pour répondre à ce sujet, peut remonter dans les réponses qui sont proposées à l'utilisateur par le modèle de langage. En fait, on va passer aujourd'hui d'une logique de mots-clés à davantage une logique d'utilité et légitimité. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les chiffres clés, on voit qu'une large partie des contenus qui vont activer une réponse générée par IA sont de nature informationnelle. Là, on revient vraiment sur le sujet technique, mais qui est très lié au Ouais, bien fond, sûr. de se dire finalement, on va chercher à passer l'information de la manière la plus précise, la plus claire possible pour que l'IA la repère, la comprenne, la digère et soit en capacité de la repousser sur une réponse qu'elle va formuler à un besoin, à une question d'utilisateur qui va aller chercher de l'information sur une IA. On le sait, hein, aujourd'hui, en effet, lorsqu'on cherche une news, peut-être qu'on va aller sur Google, mais quand on cherche à répondre à un besoin et qu'on a besoin d'échanger avec quelqu'un, ChatGPT aujourd'hui va jouer ce rôle d'échange et de conversation pour nous apporter la bonne réponse. Donc, il s'agit aujourd'hui d'être cité, repris comme une source de confiance par les modèles de langage, et donc ça passe par d'autres leviers que le référencement pur. Ça passe pour nous par 3 leviers qui sont l'utilité, la légitimité et l'accessibilité. Ce sont à nouveau des mots-clés, hein, que vous avez dû déjà avoir passés, que nous on met très souvent dans nos recos parce que on sait qu'un contenu qui performe, c'est un contenu avant tout légitime et accessible. Et c'est vrai qu'avec les modèles de langage, on rajoute cette légitimité, cette crédibilité qui doit être donnée à la marque, puisque les modèles de langage vont aller sélectionner ces acteurs de confiance. Donc l'utilité, c'est est-ce que mon contenu répond à un besoin utilisateur ? On est donc dans une logique problème-solution. On n'est pas dans l'idée de parler directement de son offre, de son produit, mais d'abord de répondre à un besoin. Ça passe aussi par la capacité à donner de la valeur gratuitement. Ça, c'est très intéressant de voir que les modèles de langage vont valoriser les marques qui vont donner gratuitement des tutoriels, des checklists, des glossaires, des simulateurs, des outils qui vont permettre à l'utilisateur de se repérer et de trouver la réponse à son besoin. Il faut ensuite être légitime, c'est-à-dire expert ou tout au moins crédible sur le sujet sur lequel on décide de parler, en travaillant la fiabilité perçue. Ça va passer évidemment par des sources, hein, des chiffres sourcés, des références externes, mais aussi peut-être une transparence sur l'auteur d'un contenu, la date de publication. Et puis ça va passer par la régularité aussi. Mais là, on en revient même à des sujets qu'on a toujours eu sur les sites, hein, un site qui n'est pas mis à jour, qui est très peu, ça revient aussi sur les réseaux sociaux, un compte qui est très peu mis à jour, qui est très peu activé au quotidien, va très vite tomber dans les limbes de l'algorithme qui va complètement l'effacer de sa visibilité. Et puis enfin, l'accessibilité, alors aussi là, c'est un cheval de bataille depuis longtemps, puisqu'on sait que beaucoup d'outils vont valoriser les contenus accessibles. On sait qu'aujourd'hui, la performance des sites passe aussi par leur accessibilité. Et on parle de l'accessibilité, évidemment, selon les principaux standards d'accessibilité, mais aussi d'accessibilité de fond. C'est-à-dire, est-ce que je suis claire, limpide pour ma cible ? Est-ce que je suis claire et limpide pour l'IA aussi qui va venir scroller mes contenus et donc comprendre ce que je raconte ? Donc, ça va être, on le disait, la FAQ va vraiment gagner encore du galon, mais des formulations courtes, sous forme de questions, par exemple, pour introduire les sujets. Ça va être des paragraphes parfois courts, des définitions, des listes à puces, des tableaux. Et puis, c'est aussi la capacité à éviter le jargon métier trop technique et de se mettre au niveau aussi de sa cible, de vulgariser, c'est pas un gros mot, son expertise pour la rendre plus accessible à tous. Se positionner en expert, c'est ce que fait très bien Decathlon. On a voulu vous montrer cet exemple parce que c'est vrai qu'ils sont assez forts sur les médias sociaux, mais pas seulement. Et Decathlon, ils ont fait ce choix, par exemple, de monter un blog dédié au sport, qui est évidemment en parallèle de leur site produit, hein, de leur site marque, et d'y offrir aux utilisateurs des contenus très pratico-pratiques pour la pratique du sport, avec des bons conseils, un accompagnement tuto pour le vélo de route, par exemple, et puis des tutoriels vidéo avec des vrais coachs sportifs qui viennent gratuitement offrir des sessions de sport ou des sessions d'accompagnement. Et ça permet à Decathlon de se positionner en expert du sport. Vous ne trouverez pas de produits, vous ne trouverez pas de vente de produits sur ce blog, mais ça valorise la marque, ça renforce l'idée que Decathlon, c'est vraiment l'expert du sport. Et on imagine bien donc que dans la logique de l'utilisateur derrière, si jamais il trouve du contenu intéressant sur sa
pratique sportive, il va pouvoir aussi se dire que c'est le bon endroit pour trouver le matériel pour faire cette pratique sportive et donc aller chez Decathlon. Donc malin, c'est de l'investissement en temps parce qu'il faut faire du contenu, mais c'est utile in fine. Et finalement, quand on prend la parole corporate et marque employeur à laquelle nous, on s'intéresse davantage, et bien finalement, c'est tout à fait possible aussi de la traduire en réponse concrète à des attentes utilisateurs. Et ce faisant, on optimise tout à fait ses chances d'être repris, paraphrasé, référencé par les modèles de langage et donc, encore une fois, d'être visible, d'être trouvable par ces modèles de langage, ce qui, comme sur les réseaux sociaux, est finalement aujourd'hui le nerf de la guerre dans un monde où la parole est vaste et multiple. Alors, je vois qu'il y a une petite question. Si l'IEA fournit des réponses issues de mon site sans rediriger vers l'utilisateur, comment cela bénéficie concrètement à ma marque en termes de notoriété, trafic ou conversion? Alors, c'est une bonne question. Je peux répondre à Tu cette peux question. répondre, Fabrice. Je donne la parole à Fabrice. C'est bien tout le débat qu'on a depuis tout à l'heure. Alors, je vais peut-être anticiper sur le point sur le monitoring. On en parle. Je fais une petite parenthèse. On n'en parlera pas tout à l'heure. On va essayer de gagner du temps. Et c'est bien là le sujet. En fait, ça nous échappe un tout petit peu. Alors, pour être tout à fait transparent, aujourd'hui, il n'y a pas les outils sur les IA pour savoir si vous êtes apparu dans une réponse ou dans une autre. On est en veille très très active sur le sujet. On va faire des vérifications en fait un peu manuelles pour voir si ça remonte ou pas. C'est essentiellement comme ça qu'on va vérifier. Et on travaille beaucoup sur des dashboards pour essayer de mesurer justement un peu la pertinence et la manière dont vos contenus sont aspirés et ou affichés dans les IA et ailleurs. Et c'est vrai que très souvent, quand même, les utilisateurs vont aussi demander, parce qu'elles ne sont pas automatiques, les sources de ChatGPT notamment. Mais voilà, aujourd'hui encore, dans ce rapport conversationnel, si l'information est intéressante, on va souhaiter pouvoir la retrouver. Donc, dans l'usage de l'utilisateur, il va souhaiter quand même pouvoir aller plus loin ou retrouver, par exemple, un outil qui lui est proposé. Et l'IA va, dans ce cas-là, fournir les liens directs aussi vers les sites. Mais faut-il déjà pouvoir être repris sur ce sujet parmi toutes les prises de parole concurrentes qui s'expriment sur un même sujet? Ouais, je fais On a juste aussi une micro-parenthèse, pardon, Émilie, mais c'est les nouvelles fonctionnalités de search notamment qui apparaissent sur ChatGPT, Claude ou Perplexity, qui vont indexer directement les sources sur le côté et donc potentiellement rediriger directement vers la vidéo Decathlon, par exemple, pour reprendre l'exemple que tu donnais. Pardon. Et c'est vrai que là, par exemple, sur la RSE, enfin sur le corporate, mais plus précisément sur la RSE en ce qui concerne Patagonia, j'ai trouvé l'exemple intéressant parce que très souvent, si vous faites un peu l'exercice de quelles sont les marques qui ont une vraie politique RSE, qui sont vraiment engagées pour l'environnement, etc., Patagonia remonte très souvent. Alors évidemment, il y a la notoriété de son fondateur, il y a tout ce qui est lié à la communication aussi publicitaire qui va dans cette dynamique de prise en compte des enjeux environnementaux. Mais Patagonia, ils ont fait le choix aussi d'avoir un site corporate qui met complètement en avant des récits, des belles histoires, des témoignages de parcours qu'ils vont soutenir ou desquels ils vont aller s'inspirer, ils vont aller mettre en valeur. Ils effacent la marque derrière les belles histoires. On retrouve notre format long. Ce sont des longs contenus avec, là, en l'occurrence, beaucoup d'images, beaucoup de portraits, etc. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, en étant dans cette authenticité, comme la parole du particulier vaut plus que la parole de l'entreprise, eh bien, ils gagnent vraiment en légitimité. Et même si c'est pas forcément ces belles histoires qui vont remonter précisément avec un lien dans ChatGPT, ChatGPT est capable de dire aujourd'hui, Patagonia, ils font des récits, des belles histoires, et c'est inspirant pour tous, et ça montre que la marque s'engage, et ça bénéficie à sa proposition de valeur d'un point de vue général. Et pour recouper aussi avec la question qui vient d'être donnée, finalement, si les moteurs de langage uniformisent tout ce qu'on raconte pour le retraduire dans leurs propres mots, ça vient quand même avec un enjeu de taille, Émilie, voilà, qui est une question ouverte finalement encore. C'est vrai qu'on peut se poser la question. D'ailleurs, on se posait la question déjà en SEO, de se dire attention, c'est pas parce qu'il faut répondre à votre cahier des charges SEO qu'il faut pour autant devenir, ne produire que des contenus très uniformes qui pourraient être les contenus de n'importe qui. Et c'est un peu la peur que peuvent légitimement avoir les marques, de se dire comment est-ce que je reste visible en tant que marque, comment je conserve mon identité et ma particularité éditoriale, graphique, de branding, si jamais demain je suis juste repris par un petit bout de contenu
contenu au milieu de d'autres réponses. Comment est-ce qu'on sait que c'est moi? Comment est-ce qu'on me reconnaît? Et finalement, cette question de l'uniformisation peut faire peur, mais en réalité, on peut rester original en étant repris par les modèles de langage. Et même, je dirais plus, il faut rester original parce que, à nouveau, les modèles de langage vont quand même valoriser l'originalité de la structure, enfin en tout cas de faire en sorte d'avoir une structuration claire et précise, mais sans uniformiser. C'est notamment en apportant du contenu assez unique, hein, la mise en perspective, du témoignage, encore une fois, de la parole d'experts. C'est aussi en adoptant, on l'a vu, des prises de parole authentiques avec, là encore, on revient sur l'incarnation, l'humanisation des contenus et de la marque, mais de mettre en avant des personnes, des témoignages qui peuvent être inspirants. Évidemment, l'accessibilité doit à nouveau être très travaillée et ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut abandonner tout ce qui est visuel, graphique. Au contraire, on peut rester original sur la forme, mais ce qu'il faut, c'est que ces contenus, eh bien, ils soient bien sous-titrés, bien décrits, bien qu'il y ait toutes les balises qu'il faut C'est ça. dans un site pour être visible parce que finalement, vous pouvez continuer de faire de très belles infographies, il n'y a pas de souci, mais pour que l'IA elle puisse lire cette infographie et la reconnaître, il faut qu'elle respecte les standards d'accessibilité et qu'elle puisse être scrollée par les outils. Et puis enfin, nous, on croit vraiment au fait d'avoir une expertise vraiment précise. Il y a des sujets sur lesquels une marque va être très experte. Eh bien, il faut qu'elle aille très loin dans la technicité sur ses contenus, qu'elle soit pointue, qu'elle soit précise, qu'elle apporte une vraie valeur ajoutée à son contenu pour continuer à faire la différence sur les modèles de langage. Et enfin, évidemment, on disait, hein, tout comme les mots-clés en SEO sont valorisés, il y a quand même des petits tips, hein, on se redit, mais les formulations en question, les FAQ, etc., qui vont quand même permettre d'être pris par les modèles de langage et qui sont finalement assez faciles à mettre en œuvre. J'aimerais qu'on redonne un petit peu le micro à Hello, parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup de modèles de langue, mais je suis sûr que dans nos audiences, ça intéresse aussi sur la partie social media. Voilà, comment on s'y prend sur le social media? Est-ce que c'est finalement la même chose, hein, ou est-ce que ça varie un petit peu par rapport à tout ce que l'on vient de voir, Hello? Ça s'inscrit dans cette lignée, mais ça varie un petit peu parce qu'il y a le social media a ses propres spécificités. Si on veut apparaître dans ces nouveaux espaces de recherche que sont TikTok, que sont Instagram, même LinkedIn, hein, YouTube Short, il faut comprendre certaines règles implicites du référencement social et effectivement, ce ne sont pas tout à fait les mêmes que celles du SEO classique. Ce qu'on observe, c'est 3 points. Le premier, en fait, c'est que les plateformes, chaque plateforme va pousser ses propres formats. Donc, il faut absolument user des formats proposés par chacun des réseaux parce que ça participe à faire valoir le contenu en lui-même. On va dire que ça, c'est le premier point, c'est un peu la base. Le deuxième point, en fait, ça va être vraiment de travailler tout ce qui est sous-titrage, mots-clés parlés, la structure des phrases. Tout ça va énormément compter parce qu'il faut que ce soit effectivement, entre guillemets, accessible par le moteur de recherche qui est la plateforme et qui va pouvoir pousser ce contenu, en fait, en fonction des requêtes réalisées sur son moteur. Et le troisième point, on va dire que c'est un peu la clé, hein, c'est la viralité du contenu. C'est-à-dire que plus un contenu va être évalué comme utile et engageant, plus l'algorithme va le pousser auprès d'une audience élargie. Donc, en fait, ça va être forcément, il y a un effet boule de neige là-dessus. C'est-à-dire que plus un contenu va être visible, va être engageant, plus l'algorithme va le pousser à une audience élargie. Et donc, ce contenu sera de nouveau plus engageant et plus visible auprès d'une audience élargie. Là-dessus, il y a un petit point quand même d'attention, c'est sur les dérives de cette approche-là, parce que on le sait, en fait, un contenu un contenu dangereux peut très bien être poussé très largement à partir du moment où en fait il a engagé une certaine audience et il a marqué de l'intérêt pour une certaine audience. Donc voilà. Là-dessus, un petit point d'attention quand même par rapport à ces algorithmes sur l'engagement des contenus. On avait envie de vous présenter typiquement un cas client. On a envie de vous parler de 20 Campus du groupe Sergic et je vais vous présenter cet exemple, mais d'abord, on va lancer une vidéo très, très courte.
Tu cherches un appart pour tes études? Bon, t'as 2 options en tête. 1, passer par le Crous. 2, passer par une agence. Mais t'as zappé la 3e option, passer par une résidence étudiante privée. Ça, c'est vraiment la meilleure option. Je t'explique. Chez 20 Campus, par exemple, t'arrives et tu poses tes valises. Tout est prévu. Des casseroles aux couettes, en passant par la serpillière, c'est hyper bien équipé. En plus de ça, t'as le petit-déj tous les matins et le ménage 2 fois par mois. Franchement, c'est hyper bien pensé pour les étudiants. Alors oui, les résidences étudiantes, ça existe, c'est pas un mythe, et ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Tu veux qu'on te fasse un petit comparatif entre les 3 options? Dis-nous en commentaire. Merci Géraud. Donc, 20 Campus, vous l'avez compris, ce sont des résidences étudiantes privées. Pour arriver à la rédaction du script de cette vidéo qu'on vient de vous partager, en fait, on est passé par un certain nombre d'étapes on a coché des cases en termes de méthodologie. Premièrement, en fait, on a identifié les différents temps forts de notre cible. Et quand on parle de notre cible, ce sont bien sûr les étudiants, mais ce sont également les parents des étudiants. Et donc, en fait, pour travailler ce contenu, on s'est dit à quel moment ce contenu sera le plus utile pour nos différentes cibles. La deuxième étape a consisté à travailler sur toute la liste de thèmes, de mots-clés à potentiel de performance auprès de la cible. À partir du moment où on avait cette liste de mots-clés, on a été regarder justement les recherches qui pouvaient être associées à ces mots-clés, d'une part sur TikTok, et d'autre part, on a été regarder le volume de requêtes sur Google autour de ces mots-clés. À partir de là, on a aussi fait un travail qu'on appelle du content crawling, c'est-à-dire qu'en fait, on a élaboré une variété de hooks, de call to action et de formats employés par des comptes concurrents et ou affinitaires et qui génèrent des surperformances. Et en fait, c'est avec toutes ces étapes-là qu'on s'est mis au travail d'écriture du script, justement pour pouvoir répondre aux exigences de l'algorithme avec, bien sûr, une attention portée à chacun de nos personas, parents et étudiants. On est assez fiers de dire aujourd'hui que cette vidéo a été publiée il y a à peine une semaine, de façon organique, et je tiens vraiment à le préciser, et qu'en fait, elle a déjà plus de 63 000 vues, plus de 4 000 likes, 120 commentaires. Et un point qui est extrêmement intéressant pour nous aussi, c'est le nombre d'enregistrements de cette vidéo. Et on est à quasi 2000 enregistrements de la vidéo et plus de 800 partages. Pour le coup, les chiffres sont hallucinants. Ça veut dire qu'une personne sur 2 qui a liké l'a aussi sauvegardé. Donc, c'est vraiment hallucinant. Exactement. Et encore une fois, de façon sans médiatisation. Et c'est là peut-être où, Jérôme, on peut aller un cran plus loin pour parler justement de paid, de médiatisation. C'est-à-dire que forcément, on pourrait penser que le social media organique aujourd'hui suffit à partir du moment où on répond à des intentions de recherche, comme on l'a évoqué plus tôt. Mais en fait, ce serait une erreur de rester sur ce postulat. Et aujourd'hui, à l'agence, notre approche paid de ces plateformes va s'adapter en fait à ce nouveau modèle de visibilité algorithmique. Et ça veut dire typiquement que le contenu qu'on vient de vous partager, on va dans un premier temps le faire vivre en organique. On va faire émerger en fait des signaux forts, et à partir de là, on va considérer qu'il a un intérêt à être médiatisé plus largement. Donc, ça, c'est le premier point, de le laisser vivre et de voir comment il réagit de façon organique. Le deuxième point, en fait, ça va consister à travailler sur des formats, vous l'avez vu, plutôt informatifs, des formats natifs. On ne va pas être dans la création d'une publicité spécifique pour de la sponsorisation. Et le troisième point, et j'en ai déjà un petit peu parlé parce que c'est lié au référencement, mais ça va être tout le travail autour des mots-clés parlés comme dans une conversation, justement pour que notre contenu il puisse émerger et être poussé par les algorithmes auprès de notre audience. Fabrice, un mot rapide peut-être sur le business model en fait, des modèles de langage. Est-ce qu'il y a déjà cette partie paid de disponible? Alors, ils ont le modèle éco des médias, c'est-à-dire que vous avez une version gratuite, une version payante. Bon, ça, bien joué. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Parce qu'on se doute qu'il y a quelque chose qui se trame, des choses qui se préparent ou qui se réfléchissent en tous les cas, même si d'une façon générale, tout ça reste assez opaque.
Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, les partenariats sont exclusivement réservés aux médias et dans un échange de bons procédés. Vous avez compris que la monnaie d'échange, c'est le contenu, encore une fois, et que vous avez 2 là, modèles qui sont assez intéressants. Le Monde avec Perplexity ou l'AFP avec Mistral et en fait, le bénéfice est toujours le même, c'est que vous utilisiez, Perplexity, on va vous faire et on va vous mettre en référence des articles et des dossiers du Monde. Idem sur Mistral. Voilà, ils ont partagé l'intégralité de leur base de données, communiqués de presse, news, et cetera et en fait, ils vont étayer les résultats, et la production de réponses avec, les liens vers ces actualités. Voilà, encore une fois, restons, en observation. On sait qu'il y a des choses qui vont arriver, c'est à peu près certain. On se pose la question de la manière dont ça pourrait se faire, mais bon, il y aura forcément, voilà, un modèle éco qui va se développer au sein des IA. Merci pour cette précision. On va arriver au bout du contenu qu'on voulait vous dérouler aujourd'hui. Alors, si je récapitule un petit peu ce qui a été dit, pour être sûr que tout le monde reparte avec le même bagage. On est en train d'assister à un changement assez structurant. Donc déjà, le premier constat, c'est de se dire, OK, tous ces outils, que ce soit les outils de social media ou que ce soit les outils de modèle de langage, justement, il faut sortir de cette logique outil. Ce sont finalement des nouveaux intermédiaires qui se positionnent entre la marque et son audience. L'incidence principale, c'est que le lien direct de l'audience qui, jusqu'alors se rendait sur le site de la marque, se rendait sur, son appli mobile, hein, sur, ses différents, outils, justement dans son écosystème de contenu. Ce lien-là, il est rompu. Donc la marque, elle doit trouver son nouveau terrain de jeu, elle doit trouver, de nouvelles possibilités pour être audible. Donc, une des clés qu'on vous a données jusqu'alors, c'est vraiment de sortir de cette logique émettrice. Tenez tête à votre directeur général qui dit: «Oui, mais moi, je veux que mon site, il ressemble à ça parce que je veux d'abord montrer mes valeurs, elles sont hyper importantes». Si vous pensez que vos audiences, elles ont quelque chose à voir avec vos valeurs et que c'est ça qui fait, rassembler votre communauté autour de votre marque, bien entendu, gardons-les. Mais sinon, structurons une approche où on continuera de parler de votre valeur, mais plutôt en identifiant, justement la valeur ajoutée que ça apporte à vos audiences. Donc ça, c'est le premier point, sortir de cette logique émetteur pour rentrer dans cette logique de service, dans cette logique, conversationnelle. On le voit, les requêtes, s'allongent et cette idée de conversation doit vraiment structurer énormément, nos productions de contenu, nos stratégies de contenu, mais aussi, reconfigurer nos écosystèmes, digitaux et éditoriaux. Alors, bien entendu, et ça résonne avec les questions qu'on a eues dans le chat, hein, mais ça va avec une phase de test and learn, ça va avec une phase où nos trafics sur les sites vont baisser, où il faut sans doute accepter qu'un contenu ne nous soit pas tout de suite, en tout cas, attribué. Donc une dernière peut-être question que je peux adresser aux experts que vous avez face à vous, c'est sur les KPI, est-ce que c'est pas le moment de changer d'indicateur de performance? Peut-être parce que ce que nous connaissons jusqu'alors semble un petit peu désuet. Moi, j'ai déjà répondu. Oui, je vais développer la réponse. Il faut qu'on fasse évoluer la manière dont on mesure la perf, comme tu viens de le dire, où on va très clairement équilibrer, le quantitatif, ce qu'on a l'habitude de faire, hein, le nombre de pages vues, le nombre de vues, sur le social media, et aller vers, des indicateurs qualitatifs, essentiellement sur la pertinence. Tu le disais tout à l'heure, l'engagement, et la pertinence, va prendre une place prépondérante dans la manière dont on évalue la performance d'un dispositif. C'est-à-dire, est-ce que votre contenu a été suffisamment pertinent pour, avoir un contact avec la cible que vous privilégiez? Comme, la question de tout à l'heure d'ailleurs qui était, très, très bonne, l'évoquait. En fait, ce qu'on ne sait pas sur l'IA, c'est que tout ce qui se passe dans l'IA reste dans l'IA. Voilà, pour le moment, c'est très opaque. On ne sait pas combien ni quand, combien de fois ça a été cliqué, combien de fois ça a été vu. Ce qu'on sait juste, ce que tu évoquais tout à l'heure, Géraud, c'est que quand on part d'une IA pour arriver vers un compte TikTok, vers un site web, ça, on sait le mesurer. Donc on essaye de globaliser un petit peu cette observation-là, mais il va encore se passer des choses. En tous les cas, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment, arrêter de sortir des observations, quanti et ayez un tableau de bord très global qui, observe la pertinence et de manière qualitative, qu'est-ce que vous avez généré. Et un dernier conseil, que nous voulions vous donner,
Cessez de croire aux licornes. Il n'y a pas d'outil magique. Les licornes, c'est que dans les contes de fées. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Vous allez voir foisonner, et il foisonne déjà un certain nombre d'outils qui ont un peu de surpromesse, on trouve. Il peut y avoir des choses intéressantes, mais je vous invite à douter le plus possible. Les choses sont trop fraîches, la techno va trop vite pour qu'il y ait des réponses aussi absolues qu'un outil magique qui sache solutionner l'intégralité de vos problèmes. Oui, Alors, effectivement. Et côté social media, ça va aussi avec son lot de changements, Elon. oui, ça va avec son lot de changements. Alors, il y a un aspect plus rassurant, c'est qu'en social media, on peut effectivement mesurer globalement tous les aspects de la stratégie de présence et donc l'ensemble des contenus. En revanche, on avait envie de vous partager ces éléments qui est une baisse constatée et extrêmement importante de la portée organique des contenus depuis le début de l'année. À l'agence, on a observé une baisse entre 40 et 65%, donc c'est vraiment extrêmement fort. Et paradoxalement, en fait, on a aussi constaté un engagement par publication qui était en croissance de plus 12%. Donc, en fait, on va dire que la boucle est bouclée par rapport à tout ce qu'on a pu se raconter ce matin, mais effectivement, le sujet là, et notamment l'algorithme LinkedIn, va davantage souhaiter pousser des contenus qui, au moment de leur publication, ont généré de l'engagement de la part de son audience, versus une visibilité très très forte auprès d'une audience qui n'interréagirait pas avec ces contenus. Donc, le sujet de l'engagement, de l'utilité du contenu et de l'intérêt du contenu par rapport à nos cibles reste le point central des stratégies que l'on doit travailler et que l'on doit déployer pour l'avenir. Merci, merci à tous les 3. Et c'est vrai que sur cette partie, KPI, on n'en a pas, parlé dans ce livre, enfin dans ce, Trust Day, parce que le temps nous est systématiquement, compté, dans vos agendas. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la dimension, environnementale. Je crois que ça fait partie des choses qu'il faut qu'on surveille aussi, l'efficience, des dispositifs, et l'IA peut nous aider à optimiser nos dispositifs pour mieux adresser nos cibles, pour mieux communiquer. Donc, peut-être que c'est aussi une métrique à désormais monitorer dans ces fameux dashboards globaux dont parlait Fabrice. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. On espère que cela vous a plu, que ça a commencé à répondre à quelques-unes de vos questions, que ça vous a peut-être rassuré, ou en tout cas mis le pied à l'étrier pour prendre ce sujet dans le bon sens. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, sachez que nous avons produit un livre blanc qui vous permet d'approfondir le sujet et de récupérer également nos coordonnées si vous avez besoin, bien entendu, qu'on en discute de manière plus individuelle. Il vous suffit de flasher ce petit QR code et vous pourrez le télécharger gratuitement. Voilà, je vous remercie encore une fois de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner aussi à notre page LinkedIn, pour le coup, pour suivre l'actualité de nos Trust Day, si ces formats vous plaisent. Ce qu'on appelle Trust Day, ce sont bien entendu les webinars que l'on adresse sur plein de sujets différents. Donc je laisse mes compères en gros plan, peut-être pour qu'ils me disent au revoir à leur tour. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. À très vite.